Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 15 octobre. Salut Flamand Rose, comment ça va de ton côté? J'espère que vous êtes toutes prêtes et prêts pour continuer le sutra de la liberté inconcevable, le sutra de Vimalakirti. On en est déjà au chapitre 10. Voilà, on commence à s'approcher doucement de la fin du sutra, globalement, hein. On est au chapitre 10 sur 14, donc on est vraiment vers la fin. On a bien avancé. Et aujourd'hui, on va parler d'un chapitre qui va être un peu plus peut-être simple à comprendre que les chapitres d'avant. Salut Eric. Les chapitres d'avant, hein, qui étaient vraiment très théoriques. Là, on va retomber un peu plus sur un côté plus narratif, plus histoire. Ça va être un peu plus digeste. Donc voilà, c'est vrai que le Sutra du Malakirti, il alterne pas mal les chapitres entre voilà, ces chapitres un peu plus narratifs, un peu plus amusants, hein, notamment les premiers chapitres où on avait Vimalakirti qui va aller tendre des pièges à tous les différents disciples principaux du Bouddha, ainsi qu'au grand Bodhisattva, voilà, où c'était assez marrant. Avec des chapitres qui sont à l'inverse vraiment des chapitres d'enseignement bouddhiste très condensés, très, même, enfin, très difficiles, en tout cas assez difficiles d'interprétation. On avait dû passer beaucoup de temps à les expliquer. Là, on est sur quelque chose aujourd'hui qui va être un peu plus léger. Voilà. Donc, on va en discuter ensemble. Salut Dagdag. Donc ce chapitre 1, c'est le chapitre 10 qui s'appelle le Bouddha montagne de parfum. Voilà, très joli nom pour un Bouddha, montagne de parfum. Donc voilà ce dont il est question aujourd'hui, hein. Shariputra, donc toujours Shariputra, hein, le disciple principal du Bouddha Shakyamuni, hein, l'auditeur par excellence, le disciple du Theravada, du petit véhicule par excellence. Shariputra eut alors cette pensée. Le soleil approche du zénith, que vont manger tous ces bodhisattvas? Je rappelle, hein, c'est un auditeur, il suit les règles monastiques traditionnelles. Théoriquement, il n'est pas censé manger après une certaine heure. Donc là, il est en train de se dire, oula, et l'heure du repas, elle approche fort. Après, on n'aura plus le droit de manger. Il y a beaucoup, beaucoup de monde là dans cette assemblée. Qu'est-ce qu'on va tous pouvoir donc manger? Il a la dalle. Shariputra, il a la dalle. Connaissant sa pensée, parce qu'un sûr, il ne l'a pas dit, hein, il l'a juste pensé. On peut même pas penser tranquillement avec Vimalakirti, hein, d'ailleurs, au passage. Hein, le simple fait de penser, on peut se faire clasher juste parce qu'on a pensé à un truc, hein. Il a compris que Shariputra avait la dalle. Peut-être qu'il a entendu l'estomac de Shariputra qui gargouillait. Connaissant sa pensée, Vimalakirti lui dit « Le Bouddha vous a enseigné 8 libérations qu'il vous reste à pratiquer, révérend. Est-ce que vous ne confondez pas l'envie de manger et l'étude du Dharma? Si vous le mangez, attendez un instant et vous régalerez comme jamais vous ne l'avez fait. » Donc il le clash direct en disant Gars, je trouve que pour un mec qui est pas trop libéré et qui a encore pas mal de boulot, tu penses beaucoup à manger quand même, hein. » On peut y voir aussi une sorte de pique envers les auditeurs, hein, parce qu'on a dans certains sutras Mahayana ces cas de figure où les enseignements qui sont donnés par les bodhisattvas ou le Bouddha sont tellement prenants, ils sont tellement intéressants, en fait, que, eh bien, un temps infiniment long s'écoule sans que les auditeurs qui sont là, hein, les différentes personnes qui sont dans l'assemblée, ne ressentent ni la faim, ni la soif, ni la fatigue. Ils sont tellement absorbés par les enseignements qu'ils en oublient tout le reste. Et donc là, on voit que ce n'est pas le cas pour Shariputra, qui a juste la dalle. Mais bon, Vimalakirti, il est pas méchant, il dit ok, tout le monde a commencé à avoir faim, on va aller chercher de la bouffe. Mais vous allez voir que, comme c'est Vimalakirti, il va donner bien sûr à ça un petit twist. Il va pas aller se contenter d'aller chercher une baguette à la boulangerie, bien entendu. Vimalakirti entra alors en samadhi pour, à l'aide de ses pouvoirs magiques, montrer à l'assemblée une terre de Bouddha située vers le haut des mondes, une fois doublée des univers aussi nombreux que les grains de sable de 42 granges. C'est un royaume appelé terre qui embaume de toutes les fragrances, où trônait, visible de tous, le Bouddha, montagne de parfum. Donc, c'est une technique classique, hein, des bodhisattvas que le Bouddha peut aussi faire de son côté, hein, c'est il va entrer en méditation et grâce à sa méditation, il va pouvoir générer une vision que tout le monde va voir, hein, une vision ici d'un monde, une terre de Bouddha qui se trouve donc à, on nous dit 2 fois doubler des univers aussi nombreux que les sables de 42 Ganges, donc à une distance infiniment longue de notre monde, et situé sur le haut. Donc, souvent, hein, dans les sutras, on va vous donner une direction pour les terres pures, hein. Ça peut être à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, mais aussi au-dessus ou en dessous de notre monde. Voilà, ce qui n'a pas forcément de logique, hein, sur une terre qui tourne autour d'un soleil, mais bon,
peu importe, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, salut Sophie, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Donc là, on dit c'est une terre qui est donc au-dessus de la nôtre. Et c'est une terre qui s'appelle donc terre qui embaume toutes les fragrances, avec un Bouddha qui s'appelle montagne de parfum. Rappel un petit peu hein, sur les terres pures de Bouddha, sujet qu'on a déjà abordé maintes fois, hein, notamment avec le grand sutra de vie infinie et les différents sutras de la terre pure, aussi avec ce qu'on discute avec Ronen le vendredi. Hein. C'est cette idée que, eh bien, un Bouddha, en tout cas un bodhisattva, hein, ces êtres qui œuvrent pour le bien de tous les êtres, eh bien ces bodhisattvas, quand ils vont pratiquer pour aider les êtres, ils vont gagner des mérites, ils vont gagner des bons points karmiques, hein, littéralement des bons points karmiques comme à l'époque. Et en fait, ces bons points karmiques, ils vont se répercuter sur eux, c'est-à-dire sur leur apparence physique, mais ils vont aussi se répercuter sur le monde qui les entoure. Et c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils vont purifier un environnement, et cette purification, elle va se matérialiser d'une certaine façon. En général, quand on va discuter ou décrire des terres pures, on va souvent les décrire visuellement, en disant ben, c'est une terre, par exemple, où les arbres sont faits de joyaux, le sol est fait d'or, il y a une certaine, voilà, des fontaines partout, des palais partout, magnifiques, avec des banderoles, etc. On va vraiment vous décrire ces terres pures visuellement, parce que en tant qu'être humain, en général, c'est sur le sens visuel qu'on s'appuie le plus pour naviguer dans notre environnement. Donc, c'est plus facile pour nous de comprendre les mérites gagnés par ces bodhisattvas quand ils sont décrits sous forme visuelle. Voilà, avec des beaux palais, avec des belles piscines, etc., etc. Bien sûr, ce sont souvent des descriptions qui sont métaphoriques. Hein. Le but, c'est d'essayer de donner un ordre d'idée de la grandeur des mérites accomplis et récupérés par ce bodhisattva ou ce Bouddha. Et voilà, nous montrer vraiment l'étendue de ses mérites. Donc l'étendue par extension de sa pratique pour le bien de tous les êtres. Ici, vous allez voir, on va prendre un contre-pied à ça. On va pas se baser sur le sens visuel, on va se baser sur le sens olfactif. On va se baser sur l'odorat, puisqu'on est ici question, hein, il est ici question d'une terre de Bouddha qui s'appelle terre qui embaume de toutes les fragrances. Donc vous voyez, c'est une terre qui sent bon. Et le Bouddha s'appelle lui-même montagne de parfum. Donc vous voyez qu'il va être question probablement ici du sens de l'odorat. L'atmosphère de ce monde dégageait 1000 suavités éminemment supérieures à toutes les fragrances humaines et divines connues dans les terres de Bouddha, des divans de l'espace. Donc c'est une terre dont les mérites ici se matérialisent sous la forme eh bien, de bienfaits olfactifs, hein, comme pourrait l'être un bon parfum, un bon encens. Les encens et les parfums étant typiquement le genre de cadeau qui pouvait être fait à des Bouddhas, hein, particulièrement le cadeau de l'encens, hein, qui est utilisé globalement dans tout le monde bouddhiste, puis même dans tout le monde spirituel au sens large. Hein, tout le monde utilise de l'encens. Il y a une raison à ça, hein, ça crée une atmosphère particulière. Et donc bah là, c'est vraiment la base de ce monde-là. En cette terre, les mots auditeur et Bouddha par soi n'avaient pas cours. Il n'y avait là que de grands bodhisattvas très purs auxquels le Bouddha enseignait le réel. Donc on nous dit que dans cette terre de Bouddha, eh bien, il n'y a pas les deux véhicules, entre guillemets, hein, qualifiés d'inférieurs dans les sutras Mahayana, que sont le véhicule des auditeurs, c'est-à-dire le véhicule des pratiquants bouddhistes qui ne pratiquent que par eux-mêmes pour se libérer eux-mêmes de la souffrance. C'est typiquement le cas de Shariputra, dont il est question au tout début hein, de ce passage. Shariputra est un auditeur. Et il y a les Bouddhas par soi. Les Bouddhas par soi, ce sont des personnes qui atteignent une forme de bouddhéité, on va dire inférieure, de bouddhéité en fait qu'ils atteignent par eux-mêmes en comprenant la logique des causes et conditions. Donc ils le font sans enseignants, mais surtout ils vont atteindre cet état par eux-mêmes pour eux-mêmes, et ils vont d'une certaine façon rester dans cette quiétude, dans dans ce bonheur en fait, dans cet état apaisé de Bouddha, par eux-mêmes sans chercher à aider les autres. Donc là où on les considère dans le bouddhisme du grand véhicule comme étant inférieurs, c'est parce que eh bien, ces deux véhicules, véhicule des auditeurs et véhicule des Bouddhas par soi, sont centrés sur soi-même. C'est-à-dire c'est une personne qui pratique par elle-même pour elle-même, à l'opposé du concept de bodhisattva, hein, le concept de cet être qui œuvre pour le bien de tous les êtres, qui est bah, justement le but du bouddhisme du grand véhicule. Donc là, on nous dit les deux véhicules inférieurs, ils n'existent même pas dans ce monde-là. Il n'y a que des bodhisattvas qui sont très très purs, auxquels le Bouddha a enseigné le réel. C'est une pure pour mon chien, disait Dag, ça l'occuperait de sniffer partout. Ouais, mon chat aussi, Bodhi c'est pareil. Bodhi, quand il se lève, un premier truc qu'il fait, il sort et il va sniffer partout pour voir qui est passé vers la maison. Donc là, il aurait de quoi s'occuper aussi. Dans cet univers, toute chose consistait en parfums. Les pavillons et les palais, les sentiers et les routes, le sol lui-même, les jardins et les parcs,
Donc tout ça, c'est des parfums. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. En ces lieux, la nourriture était fragrance pure dont la suavité se répandait à l'infini dans les univers de tous les espaces. Donc même la nourriture, hein, c'est des parfums. Donc on est dans un monde, vraiment, où le seul sens qui est réellement utilisé d'une certaine façon, eh bien c'est les parfums, c'est l'odorat. Voilà, tout est en forme de parfum. Pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? À cet instant précis, le Bouddha, montagne de parfums, était en train de partager son repas avec ses bodhisattvas. Je regarde juste si je m'étais mis une petite note. Qu'est-ce que je m'étais mis? Ah oui, c'est ça que je m'étais mis, mais ça on le verra un peu après, hein. C'est que justement, il était question pourquoi est-ce que à la base, hein, Vimalakirti va dans ce monde-là? C'est pour aller chercher de la bouffe. Rappelle, il va chercher de la nourriture là-bas. Et on vient de nous dire ici que, eh bien, la nourriture elle-même, c'est des parfums. Donc on se doute bien qu'ici, Vimalakirti, ce qu'il va aller ramener, c'est un parfum. C'est-à-dire que peut-être le point ici, c'est que plutôt que de proposer à Shariputra une nourriture standard, en fait, il va lui proposer une nourriture olfactive pour ne pas qu'il s'attache au concept de nourriture tel qu'il l'imagine lui-même. C'est une possibilité, mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et donc on disait, hein, à cet instant précis, justement, le Bouddha montagne de parfum, il était en train de partager son repas avec ses bodhisattvas, et les dieux majestueux par la fragrance, qui tous cultivaient l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, servaient l'éveillé et ses êtres d'éveil. Donc là, ils sont tous en train de manger ensemble, hein, et vous voyez bien à nouveau, hein, qu'on insiste sur le fait que, ici, les dieux, et c'est le cas dans le bouddhisme, hein, les dieux sont inférieurs à l'état des grands bodhisattvas et à l'état des bouddhas. On nous dit, les dieux en eux-mêmes, là, ce qu'ils font, c'est eux qui servent. Ils sont en train de servir la nourriture aux bouddhas et aux bodhisattvas, ce qui montre bien à nouveau, hein, leur statut inférieur en termes de réalisation par rapport à ces deux classes d'êtres que sont les bodhisattvas et les bouddhas. Ce sont des serviteurs ici, les dieux. Nul dans l'assemblée qui occupait la chambre de Vimalakirti ne put échapper à cette vision directe. Donc grâce au pouvoir de Vimalakirti, hein, tout le monde est capable de voir cette scène, de voir les bodhisattvas et les bouddhas en train de se faire servir par les dieux et en train de manger du parfum. Ne faites pas ça chez vous. N'allez pas à Sephora manger du parfum. Ne faites pas ça, c'est dangereux. Vous n'êtes pas un bodhisattva et un bouddha. Ah, le repas, ils vont être déçus, dit Dagdeg, ouais, c'est clair. Mais vous allez voir, ça marche quand même, hein, mais c'est juste ne faites pas ça chez vous, bien sûr. S'adressant, et ça peut être dangereux, tout à fait. Ouais. S'adressant au bodhisattva, Vimalakirti demanda: qui de vous, révérend, pourrait nous rapporter un peu des nourritures que mange ce Bouddha? Manjushri usa alors de ses pouvoirs magiques pour que personne ne réponde. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Là, j'avoue, j'ai eu un petit bug. Le pourquoi est-ce que Manjushri, un bodhisattva de la sagesse, hein, dont on a vu là dans l'évolution de ce sutra, hein, qu'il est vraiment l'équivalent de Vimalakirti, hein, ils ont le même niveau, ils sont au même niveau de sagesse, au même niveau de réalisation, euh, ils se comprennent vraiment l'un l'autre. Et là, Vimalakirti pose une question et Manjushri fait en sorte que personne n'y réponde. Je n'ai pas exactement l'explication de pourquoi. C'était pas très clair dans ma tête, hein. Suite à ça, Vimalakirti dit: révérend Vimalakirti, n'ayez pas honte de cette assemblée. Et Manjushri qui répond: pour citer le Bouddha, je dirais qu'il ne faut pas mépriser les ignorants. Donc, c'est l'impression que ça donne là-dedans, hein, c'est que Vimalakirti lance un peu un défi aux différents bodhisattvas, tout en sachant qu'en réalité, il ne serait pas capable de l'atteindre, il ne serait pas capable de réellement le réaliser, parce que pour pouvoir aller dans cette terre de Bouddha-là, il faut un niveau d'avancée spirituelle qui est beaucoup trop élevé pour la plupart des bodhisattvas de l'assemblée. Et donc Manjushri, plutôt que les bodhisattvas essayent et se tapent la honte, il leur dit, il fait en sorte qu'ils ne répondent pas pour éviter que voilà, ils se tapent la honte. Et comme dit ici Manjushri, hein, pour citer le Bouddha, je dirais qu'il ne faut pas mépriser les ignorants, donc mépriser, hein, les bodhisattvas qui essaieraient et qui échoueraient. C'est possiblement ça. Je suis pas 100% sûr du truc, mais j'imagine que c'est un peu ce qui se passe ici, quoi. Vimalakirti qui est un peu plus peut-être audacieux d'une certaine façon que Manjushri, hein. Il aime bien Vimalakirti un peu plus dans la provoque, hein. On l'a vu depuis le début du sutra. Il aime bien provoquer les gens pour les faire réaliser des choses. C'est jamais méchant, c'est jamais dans le but de les humilier, c'est dans le but de faire comprendre quelque chose. Mais ici, peut-être que Manjushri c'est un petit peu plus compatissant, un petit peu plus doux, et donc il préfère éviter
que les bodhisattvas se tapent un peu la honte, même si ça leur ferait apprendre quelque chose. Voilà, comme dit Dagdeg, hein, ce numéro est réalisé par des bodhisattvas de haut niveau. Ne reproduisez pas ça chez vous. C'est ça avec les parfums, tout à fait, on va le voir. Hein. Voilà, je pense que c'est un peu ça le message derrière. Ça montre un peu aussi, malgré le fait qu'ils sont au même niveau, un peu la différence d'approche dans les enseignements de Vimalakirti et de Manjushri, où un est peut-être un petit peu plus, ça dans la provoque, un petit peu plus punchy, et l'autre est un peu plus doux, un peu plus arrangeant. Donc peut-être ça. Et donc, alors sans même se redresser sur sa couche où il était installé, Vimalakirti, qui faisait face à l'assemblée, manifesta un bodhisattva rayonnant de toutes les marques de beauté, imposant et majestueux, au point d'éclipser l'assemblée tout entière. Ça, c'est une des caractéristiques des grands bodhisattvas comme Manjushri ou Vimalakirti. Hein. Ils sont capables de générer une infinité, ce qu'on appelle de corps d'apparition. On va qualifier ça après de fantôme, hein, mais c'est pas de fantôme en mode Casper le petit fantôme, hein, c'est pas ça. C'est tout simplement parce que ce sont des choses irréelles, ce sont donc des manifestations. Hein. C'est comme s'ils pouvaient se multiplier pour pouvoir réaliser ces actions de bodhisattva à plusieurs endroits ou une infinité d'endroits en même temps. Et donc là, il va générer un grand bodhisattva avec des marques de beauté pour que ce bodhisattva puisse aller chercher et aller voir la terre de Bouddha, du Bouddha montagne de parfum, tandis que Vimalakirti lui-même reste dans l'assemblée avec tout le monde. Vimalakirti lui dit, donc il dit à son corps d'apparition, à ce fantôme qu'il vient de créer, à cette illusion qu'il vient de créer, élève-toi dans l'espace, et quand tu auras doublé autant de terre de Bouddha qu'il y a de grains de sable dans 42 granges, tu te retrouveras dans un royaume du nom de terre embaumant de toutes les fragrances, où le Bouddha montagne de parfum est en train de partager son repas avec ses bodhisattvas. Rends-toi auprès de lui et dis-lui ceci. Vimalakirti se prosterne à vos pieds, vénérés du monde, pour vous rendre un hommage démesuré. Il m'envoie prendre de vos nouvelles. Vos soucis et vos maux sont-ils minimes? Votre vigueur est-elle assurée? Il aimerait que vous lui cédiez les restes de votre repas pour quelque activité d'éveillé qu'il se propose de manifester dans l'univers d'endurance, afin que ceux qui se satisfont de petites vérités sur le réel accèdent à l'immensité du grand éveil et qu'universellement résonne votre nom, ô Tathagata. Donc là, il y a quelques éléments qui sont intéressants dans le discours que fait Vimalakirti à son fantôme, ce que le fantôme va devoir répéter, à ce que ce corps d'apparition va devoir répéter. Il lui dit notamment « Il m'envoie prendre de vos nouvelles, vos soucis et vos maux sont-ils minimes, votre vigueur est-elle assurée ?» Ce qui est une question purement rhétorique, purement de courtoisie, parce qu'un Bouddha, bien entendu, est libéré de tous les maux, surtout un Bouddha Bouddha comme il est dans une terre pure là, le Bouddha est libéré de tous les maux, votre vigueur est-elle assurée? Bien sûr, il a une énergie inépuisable et il a une santé qui ne peut pas se dégrader. Ce qui était d'ailleurs une critique qu'avait fait Vimalakirti à Ananda, le disciple, l'auditeur qui prend soin du Bouddha Shakyamuni dans notre monde, où le Bouddha était soi-disant malade et Ananda était censé aller chercher des médicaments pour le Bouddha, et Vimalakirti s'était moqué d'Ananda en disant « mais ce Bouddha tel qu'il apparaît malade, c'est un moyen adapté pour enseigner aux êtres. Le véritable Bouddha, lui, n'est jamais réellement malade puisqu'il s'est libéré des maux, il s'est libéré de la souffrance. » Donc, bien sûr, quand ici Vimalakirti pose cette question au Bouddha, c'est une question purement rhétorique. Juste pour dire comment ça va, tout en sachant très bien qu'il va bien. Voilà, c'est le comment ça va en façon un petit peu plus poussée, quoi. Et il dit, il aimerait que vous lui cédiez les restes de votre repas pour quelque activité d'éveillé qu'il se propose de manifester dans l'univers d'endurance. Et donc là, on voit cette idée de dire, c'est vraiment pour faire, on a l'impression qu'il va aller faire un TP comme à l'époque à l'école, il va aller faire des travaux pratiques en disant, si tu peux me prêter, s'il te plaît, ton matos, juste pour que je fasse une petite expérience, pour que j'enseigne des trucs à mes bodhisattvas et mes auditeurs là dans mon monde à moi. Voilà, je te l'emprunte juste 5 minutes, histoire de faire une petite démo. Voilà, j'ai besoin de ton matériel, si ça te gêne pas. C'était assez marrant, vraiment c'est vraiment pour quelque activité, c'est vraiment une petite expérience pratique, quelques activités d'éveillé qui se proposent de manifester dans l'univers d'endurance, afin que ceux qui se satisfont de petites vérités sur le réel accèdent à l'immensité du grand éveil et qu'universellement résonne votre nom. On va y venir sur cette histoire de l'univers d'endurance, ceux qui se satisfont de petites vérités sur le réel, justement.
le Bouddha, montagne de parfum lui-même va en discuter avec ses propres bodhisattvas parce que, eh bien, on va pouvoir discuter du fait qu'il y a une sorte de gradation dans les différentes terres pures, dans les différents environnements de Bouddha, en fonction des capacités des êtres. Donc ça, on va y revenir, on va en parler juste après. Alors le bodhisattva fantôme, ce corps d'apparition, s'envola sous les yeux de l'assemblée, et tous le virent s'élever jusqu'à l'univers de toutes les fragrances et se prosterner aux pieds du Bouddha, montagne de parfums. C'est vraiment, j'imagine vraiment ça, on a l'impression qu'il y a une petite télé qui est là, qui montre en direct l'évolution de ce Bouddha, de ce bodhisattva, pardon, ce corps de transformation qui traverse les univers et traverse l'espace pour rejoindre le Bouddha, montagne de parfums et l'univers de toutes les fragrances. C'est assez rigolo, hein, c'est vraiment, il le voit dans le monde, dans notre monde actuel, dans la petite maison de Vimalakirti où tout le monde est assemblé, les gens le voient en direct, hein, comme s'ils avaient une sorte de télé. Salut Inoshishi, il n'y a pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et donc, ils entendirent tous ce bodhisattva de transformation, ce fantôme de Vimalakirti. On dirait plutôt un avatar, peut-être, ici, cette espèce d'avatar de Vimalakirti. Clairement, donc ils entendirent ce qu'il disait. Vimalakirti, il va répéter globalement, Vimalakirti se prosterne à vos pieds, vénérés du monde, pour vous rendre un hommage démesuré. Il m'envoie prendre de vos nouvelles. Vos soucis et vos maux sont-ils minimes? Votre vigueur est-elle assurée? Comme j'ai dit, bien entendu, c'est le cas, c'est un Bouddha, il n'a plus ce genre de problème. Il aimerait que vous lui cédiez les restes de votre repas pour quelque activité éveillée qui se propose de manifester dans l'univers d'endurance, afin que ceux qui se satisfont de petites vérités sur le réel accèdent à l'immensité du grand éveil et qu'universellement résonne votre nom au Tathagata. Donc on voit bien, le fantôme de Vimalakirti, il fait le taf correctement et il y a littéralement de répéter ce que Vimalakirti lui avait dit de dire. Voilà, il n'est pas allé chercher midi à 14h. À la vue du bodhisattva fantôme, alors ça fait peur à personne, bien sûr, à la vue du bodhisattva fantôme, les grands êtres, donc les bodhisattvas, les grands êtres du royaume de toutes les fragrances, qui merveille et demandèrent au Bouddha d'où pareil être supérieur pouvait bien venir, où se trouvait l'univers appelé endurance, et ce qu'on entendait par petite vérité sur le réel. Donc l'arrivée en fait de cet avatar de Vimalakirti, ce fantôme, ça va être l'occasion de donner un petit enseignement, puisque du coup les bodhisattvas découvrent un nouvel être, un nouveau bodhisattva de haut niveau qu'ils ne connaissaient pas, et ils apprennent à parler d'un monde qu'ils ne connaissaient pas et d'une forme de réalité qu'ils ne connaissaient pas. Donc ils se disent là, ok, il y a des choses qu'on ne sait pas, il faut que le Bouddha nous enseigne tout ça. C'est ça. Le Bouddha montagne de parfum répondit. Une fois passé en direction du Nadir, donc en dessous, des terres de Bouddha aussi nombreuses que les grains de sable de 42 Ganges, il y a, enfin, en réalité 2 fois, les 42 Ganges, il y a un univers du nom d'endurance, dont le Bouddha a nom Shakyamuni. Donc l'univers d'endurance, c'est notre monde, et le Bouddha qui préside notre monde à l'heure actuelle, en tout cas à l'heure, ou plutôt à l'époque où le sutra a été enseigné, ce Bouddha, c'est le Bouddha Shakyamuni. Pour l'heure, celui-ci se trouve dans une mauvaise ère, 5 fois dégénérée, à seule fin de répandre les enseignements de l'éveil chez les êtres qui se satisfont de petites vérités sur le réel. Donc là, ici, on a une différence entre la terre pure, en tout cas une différence apparente entre la terre pure du Bouddha montagne de parfum et la terre pure du Bouddha Shakyamuni. La terre pure du Bouddha montagne de parfum, on l'a vu, c'est une terre qui est entièrement purifiée, tout est en parfum, c'est assez bizarre, mais tout est en parfum. Tout est pur, etc. Alors que dans notre monde, on voit bien effectivement que c'est pas le fun tous les jours. On me dit ici, c'est une mauvaise ère 5 fois dégénérée. Et ces 5 dégénérescences, le traducteur nous les a expliquées à la fin du Sutra de Vimalakirti. Je vous l'ai mis ici. Notre espace-temps n'en est plus à l'âge d'or. La durée de la vie y est ridiculement brève, entre 50 et 100 ans pour la plupart des gens. Les opinions philosophiques de plus en plus insignifiantes, les émotions négatives de plus en plus puissantes, les êtres animés chaque jour plus débiles, et l'environnement n'a jamais subi pareille pollution. Ces 5 dégénérescences, ou formes de décadence, caractérisent les kalpas décroissants, lesquels sont par ailleurs le siège des 3 plus grands fléaux du monde, les épidémies, les famines et les guerres. Et donc, ici, ce qui fait en fait la valeur du Bouddha Shakyamuni, le Bouddha qui est dans notre monde à l'époque de ce sutra-là, c'est justement le fait qu'il ait choisi non pas de se manifester
Parce que pour rappel, hein, à la base, un Bouddha, c'est un bodhisattva, un être qui œuvre pour le bien de tous les êtres, et il va choisir aussi le monde dans lequel il va se manifester. Et là, il choisit de se manifester non pas dans une terre qui serait globalement un environnement plutôt déjà pas trop mal, dans lequel il y a juste besoin d'une petite poussée pour que le monde devienne entièrement pur, mais non, au contraire, il va se manifester dans une terre qui est dégénérée, une terre dans laquelle les êtres eh bien, sont relativement décadents, une terre dans laquelle les êtres vont être difficiles à convertir, et il le fait pour le bien de tous ces êtres-là. Donc il a d'autant plus de mérite à accomplir cette action-là et à se décider à venir dans une terre où l'enseignement va être difficile, où la durée de vie va être courte, où les êtres sont peu enclins à écouter, etc. etc. Et c'est cette raison-là pour laquelle on estime que eh bien, les êtres ici se satisfont de petites vérités sur le réel, parce qu'en fait, ils ne sont pas capables d'écouter des vérités qui sont plus importantes. Ils vivent dans un monde qui est déjà dans la galère. Donc, il va falloir adapter les enseignements aux capacités de ces êtres-là. Et donc, oui, ok, ils se satisfont de petites vérités sur le réel, tout simplement parce que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans un monde qui est entièrement corrompu. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, hein, si vous vous rappelez, euh, on avait discuté justement au tout début du sutra de la terre pure du Bouddha Shakyamuni, où eh bien, il ne peut manifester une terre qui n'est que impure parce que les êtres sont impurs en fait. Donc il n'a pas le choix que d'être dans un environnement qui est relativement impur dans le sens où il y a de la souffrance, pas dans le sens, enfin voilà, c'est juste dans le sens où il y a un mélange de souffrance et de choses bonnes, tout simplement parce que les êtres qui sont dedans ne sont pas capables d'atteindre un niveau de pureté suffisante à l'heure actuelle. Si il n'était dans un environnement dans lequel il n'y a que des êtres qui sont déjà très avancés sur la voie spirituelle, on n'aurait pas besoin d'un monde actuel. Les gens seraient déjà en partie libérés de la souffrance. Mais là, dans le monde actuel et dans l'état des êtres actuels, il n'y a pas le choix. C'est le seul monde dans lequel ils sont capables de vivre et d'interagir. Voilà. Et donc, le Bouddha continue. Il y a là-bas un bodhisattva du nom de Vimalakirti qui, établi dans la liberté inconcevable, c'est le titre de ce sutra, Sutra de la liberté inconcevable, enseigne le réel au bodhisattva. Et pour ce faire, nous a mandé un fantôme, un corps d'apparition, un avatar, qui exalte mon nom et chante les qualités de notre terre pure, afin que les bodhisattvas instruits par Vimalakirti accroissent leur mérite. Mais quel est cet homme demandèrent les bodhisattvas de la terre de toutes les fragrances, qui a produit un pareil fantôme, un pareil avatar, dont les vertus ont la force de l'impavidité et les pouvoirs sont tels. Donc c'est assez intéressant parce que vous voyez, on est dans cette situation où ce sont des bodhisattvas qui sont dans une terre pure de Bouddha. On pourrait s'attendre à ce que ce soit des bodhisattvas qui sont de très haut niveau. En fait, ils sont purifiés d'une certaine façon, ils sont dans un environnement pur, mais eh bien, ils sont impressionnés par les capacités de Vimalakirti, qui lui, justement, est dans un monde impur. On pourrait peut-être y voir ici un certain enseignement, où des fois, dans les enseignements bouddhistes, certaines terres pures vont être critiquées dans le sens où l'environnement est tellement purifié qu'il n'y a plus vraiment de challenge pour les bodhisattvas. Ils sont bien, ils pratiquent, ils enseignent, mais voilà, ils gagnent pas forcément tant de mérite que ça à y être, parce que tout est déjà purifié. Alors qu'un bodhisattva comme Vimalakirti, qui lui, il est au ras du cou, dans la galère, dans la vie normale des gens de notre monde, bon, surtout Vimalakirti, qui vit, il ne vit pas comme un moine coupé du monde, il vit comme une personne normale. Il vit au milieu des gens, c'est un marchand, il vit dans une ville, il partage les galères de tout le monde. Résultat des courses, il est soumis à des difficultés plus grandes, donc à des challenges plus élevés qu'il va réussir eh bien, à résoudre, il va réussir à aider les êtres malgré tout. Donc les mérites qu'il va en gagner sont plus élevés que ceux de ces bodhisattvas de la terre pure de parfum. Et donc ce qui peut expliquer pourquoi ces êtres de la terre pure du Bouddha montagne de parfum sont impressionnés par les capacités de Vimalakirti. Parce que lui, il est vraiment dans la galère. C'est un peu comme si les bodhisattvas de la terre montagne du Bouddha montagne de parfum, ils se faisaient de la petite muscu avec des haltères toutes légères, alors que Vimalakirti, lui, il est en train de soulever de la grosse fonte comme un dingue depuis des années. Il soulève des 300 kilos, alors qu'eux, ils sont avec leurs petits haltères de 10 kilos à biduler comme ça tranquillement, sans trop se fatiguer, quoi. On a un peu une différence de niveau là-dessus aussi, quoi. Voilà. Et Inoshishi qui dit merci de me mettre au parfum pour Dagdeg qui lui disait qu'on était sur les parfums. Exactement. C'est un chapitre un peu particulier, cette histoire. Et donc le Bouddha, montagne de parfum, répondit. Un très grand homme, donc il parle de Vimalakirti, un très grand homme qui, partout dans les 10 Orients,
envoie des fantômes de grâce, des avatars, hein, des corps de transformation, qui généreusement exercent les activités des Bouddhas pour le bien de tous les êtres. Donc, Vimalakirti, ici, hein, on a du coup l'explication du fait que, bien que dans l'ensemble, il soit basé dans la ville de Vessali, où il vit comme un marchand, c'est là où il est globalement physiquement, eh bien, il envoie des corps d'apparition, des corps de transformation dans l'entièreté de l'univers pour aider tous les êtres et faire les activités de Bouddha. Et notamment, on ne le dit pas ici, hein, mais un des éléments ou une des choses qui rapporte le plus de mérite à un bodhisattva, à ces êtres d'éveil-là, c'est justement d'aller dans des terres qui sont des terres dans lesquelles soit il n'y a pas de Bouddha, soit vraiment ce sont des terres qui sont des terres difficiles, hein, des terres où il y a beaucoup d'impuretés, pour aider les êtres au maximum, parce que c'est dans ces terres-là, dans ces terres où soit il n'y a pas de Bouddha, soit vraiment les capacités des êtres sont inférieures, c'est dans ces terres-là qu'il y a le plus besoin d'aide. C'est dans ces terres-là que les êtres souffrent le plus, donc où il faut justement les aider au maximum. Et donc c'est là où les bodhisattvas gagnent le plus de mérite. Et donc c'est a priori hein, ce que fait Vimalakirti de son côté, hein. Alors le Bouddha, montagne de parfums, remplit de nourriture parfum, son bol, fait de tous les parfums, et le confia au bodhisattva fantôme. Tout est en parfum, hein, les murs sont en parfum, le sol est en parfum, la nourriture est en parfum, le bol est en parfum. Voilà. Ne me demandez pas comment ça marche, je ne suis pas assez synesthète pour ça. Je ne sais pas. Mais ça marche, voilà. Donc hein, il remplit de nourriture parfum, son bol en parfum, et il le confie au bodhisattva fantôme. Les 9 millions de bodhisattvas qui l'entouraient s'exprimèrent à haut cri. Nous aimerions nous rendre dans l'univers d'endurance pour honorer le Bouddha Shakyamuni, hein, ce Bouddha qui du coup est dans une terre difficile, qui est du coup plein de mérites. Nous aimerions aussi rencontrer Vimalakirti, les autres bodhisattvas. Ils se sont dit, allez, c'est l'heure de se faire un petit voyage scolaire. Bouddha, on peut partir là en excursion, tous ensemble. Hein. On peut partir ensemble en excursion, rencontrer le Bouddha Shakyamuni. On peut aller dans le ghetto. Ils sont dans une terre pure, les gars. Ils sont dans la bourgeoisie la plus totale. Et si on peut aller voir le Bouddha qui est dans le ghetto, là, dans ce monde horrible d'endurance, pour voir si on peut faire des trucs sympas, en apprendre des choses, hein. Donc, ils vont aller se faire un petit school trip, un voyage, un voyage d'études, tous ensemble dans notre monde d'endurance, notre monde de galère. Eh bien, vous le pouvez, dit le Bouddha, mais réabsorbez les fragrances qui émanent de votre corps. Sinon, les êtres là-bas s'y attacheront en croyant à leur réalité. Changez aussi d'apparence physique pour que les aspirants bodhisattvas de cet univers n'en viennent pas à se maîtriser eux-mêmes. Là-bas, n'ayez pour quiconque le moindre mépris en cherchant à le contredire. Plusieurs éléments intéressants ici hein, dans ce passage. Vous voyez que le Bouddha est un petit peu, le Bouddha montagne de parfum, il est un petit peu inquiet du fait que ces bodhisattvas, qui sont des bodhisattvas assez spécifiques, se retrouvent dans notre monde. Parce qu'on l'a dit, hein, dans notre monde, le problème, c'est que les êtres se contentent de petits mérites, hein, d'une certaine façon. Ce sont des êtres qui sont pour la plupart encore à des niveaux de bodhisattva très faibles, voire qui sont juste pas bodhisattvas, hein, comme des auditeurs. Et donc, le Bouddha a la crainte que si les bodhisattvas arrivent avec tous leurs mérites apparents, hein, c'est-à-dire leur fragrance, parce que c'est leur caractéristique dans cette terre, et leur corps de bodhisattva, qui est justement un corps très beau, que les êtres de notre monde soit s'y attachent, soit au contraire en viennent à se mépriser eux-mêmes en se disant ah je suis vraiment un bodhisattva trop naze, moi j'ai encore un vieux corps tout pourri, tout malade, et regardez eux qui arrivent comme ça comme des dieux là, magnifiques, dieux du stade là, et donc d'une certaine manière qui se dévalorisent, ou alors qu'à l'inverse ils s'attachent à ces caractéristiques en se disant waouh ce sont des caractéristiques réelles, alors que ce ne sont que la résultante des actions des bodhisattvas. Ce sont des choses qui sont impermanentes, ce sont des choses qui sont en lien avec la vacuité, qui sont générées par les bodhisattvas en rétribution, mais qui n'ont pas de réelle existence. C'est-à-dire que ce ne sont pas des caractéristiques intrinsèques de ces bodhisattvas qui ont une permanence complète. Donc le Bouddha dit faites gaffe. En gros, tournez votre volume un peu plus bas pour faire en sorte que ça ne crée pas de confusion quand vous arriverez dans ce monde d'endurance qui est bien moins pur que le monde dans lequel vous vivez normalement. Pourquoi? Parce que d'une part, les terres de Bouddha des 10 horizons sont pareilles à l'espace, et parce que les Bouddhas
ne montrent pas, d'autre part, l'intégrale pureté de leur terre aux êtres sensibles à leur prédication que les petites vérités sur le réel suffisent à combler. Donc c'est ce qu'il dit, hein, ici, hein, c'est le fait que, effectivement, toutes les terres de Bouddha n'ont pas exactement la même apparence parce que elles dépendent de la capacité des êtres à interagir avec. On ne peut pas arriver dans notre monde qui est justement caractérisé par un certain niveau d'impureté. On ne pourrait pas arriver et manifester directement dans notre monde une terre complètement purifiée parce que les êtres ne sauraient pas s'y intégrer, ne sauraient pas interagir avec. Ils seraient juste littéralement même pas capables de la voir en fait. Ils sont même pas capables de concevoir ce niveau de pureté là. Donc il va falloir s'adapter. Donc là, c'est un bel enseignement aussi pour les bodhisattvas, peut-être certains de la terre du Bouddha, montagne de parfum, qui n'ont connu que ces niveaux de pureté très avancés, pour leur rappeler qu'il faut adapter tes enseignements aux capacités des êtres, et les capacités des êtres de notre monde sont pas incroyables. Donc, n'arrivez pas en mode yeah, gros bodhisattva de fou. Calmez-vous un peu pour vous adapter aux capacités des êtres. Évitez de créer vraiment la confusion la plus totale là où vous êtes censé eh bien, apprendre des choses. Vous n'êtes pas censé créer de la confusion dans le bazar, quoi. Et je m'étais mis ici, hein, c'est donc une mise en garde qui rejoint la fin du chapitre 1 du sutra. Quand l'esprit est pur, la terre est pure. Le Bouddha Shakyamuni manifeste une terre impure qui correspond aux capacités actuelles des êtres qui vivent dedans. Hop, je regarde juste. Voilà, je devais aller jusque-là, donc très bien. Alors, animé par les bénédictions du Bouddha et les pouvoirs de Vimalakirti, le bodhisattva fantôme, chargé du bol de nourriture, donc le bol en parfum avec une nourriture en parfum dedans, est suivi de 9 millions, combien 9 millions de bodhisattvas disparus soudain dans le monde d'en haut pour se retrouver instantanément dans la chambre de Vimalakirti. Commence à avoir un peu de peuple dans la chambre de Vimalakirti. Ça commence à être un petit peu le bazar. Mais bon, bien sûr, la chambre de Vimalakirti, c'est l'environnement de Vimalakirti. Il est capable de le modeler exactement comme il veut pour accueillir toutes ces personnes. Donc, il n'y a pas trop de surpopulation. Tout le monde arrive à s'y retrouver. Et sur le champ, Vimalakirti fit apparaître 9 millions de trônes de lions, les mêmes qu'il avait fait apparaître un peu plus tôt dans le sutra pour faire en sorte que tout le monde s'installe, aussi majestueux et beaux que les trônes qui déjà se dressaient dans sa chambre. Et les bodhisattvas y prirent place. Le bodhisattva fantôme remit le bol plein de senteurs, le bol en parfum avec les parfums dedans, à Vimalakirti, et le parfum se répandit dans toute la ville de Vaishali, où se trouvaient toutes les personnes ici, puis dans notre univers composé d'1 milliard de mondes. C'est tellement puissant que, eh bien, ça va avoir un impact sur l'entièreté de notre univers composé d'1 milliard de mondes. Les brahmanes et autres adeptes laïcs de Vaishali furent transportés de joie en humant ces soives émanations, tous criaient merveille. Donc c'est comme si d'un coup, vous êtes en train de vous balader et vous sentez une odeur incroyable d'encens. D'un coup, ça fait quelque chose, vous vous sentez bien, vous vous sentez joyeux. Donc là, c'est ce qui se passe dans l'entièreté de l'univers, et notamment ici, les adeptes, les différentes personnes qui sont dans la ville de Vaishali où se trouve Vimalakirti sont impactées en premier lieu. Et Dagdag qui dit, ouais, c'est comme une salle de concert géant. Exactement, exactement. Suivi de 84 000 personnes, le président des deux lunes se rendit chez Vimalakirti. Il vit la foule des bodhisattvas qui occupaient la chambre du grand homme, de même que la hauteur, la largeur, la majesté et la beauté des trônes de lion, et il fut transporté d'allégresse. Sans prosterner devant les bodhisattvas et les grands auditeurs, il se retira ainsi que sa suite sur le côté. Et donc ensuite, ayant humé la perfection de ce parfum, les esprits de la terre, les esprits de l'air, les dieux et les déesses du monde du désir et du monde de la forme, différentes catégories de monde dans notre monde, différents états dans notre monde, accoururent à leur tour chez Vimalakirti. Et ensuite, on va avoir un discours de Vimalakirti. Donc, pardon, j'avais oublié de partager. Voilà. Donc, je vous propose qu'on s'arrête peut-être ici pour aujourd'hui, parce qu'après, il y a encore toute la suite du chapitre, et je me pense que c'est pas mal pour le couper en deux. C'est à peu près la moitié du chapitre. Là, on va pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. Ça me paraîtrait un petit peu grand, un petit peu long. Donc voilà, ça va me faire une session un petit peu plus courte, désolé, mais je pense que c'est peut-être déjà pas trop mal. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est assez particulier, ce chapitre, sur cette histoire de parfum. Mais au moins, ça fait une interlude un petit peu plus légère
par rapport à ce qu'on avait, ouais, c'est un peu plus digeste comme dit Dagdeg, c'est ça. Là, vous voyez, il y a pas de gros enseignements, sur la vacuité, sur la nature du réel et cetera, des discussions assez complexes qu'on a pu avoir les semaines d'avant. C'est, hem, voilà, ça apporte peut-être un petit vent de fraîcheur. Pardon, j'ai plus beaucoup de voix en plus. Un petit vent de fraîcheur, de parfum, petit fait braise, voilà, c'est ça. C'est le fait de consommer du parfum, c'est pour ça. C'est ça, c'est un peu plus digeste. Exactement, exactement.